On l'appelait la bête dans le sac. Mais ce jour-là, sous le soleil brûlant du désert, un homme découvrit que le monstre n'était peut-être pas celui qu'on croyait. Et qu'au fond d'un sac de jute, pouvait battre un cœur. Printemps 1871, territoire d'Arizona. Le vent soulevait la poussière comme un souffle d'enfer, couvrant les étals du marché de Dry Creek d'une fine pellicule ocre. Les voix, les rires, les hennissements des chevaux s'entrelaçaient dans un tumulte étouffant. Sous le soleil de midi, tout semblait ordinaire jusqu'à ce qu'on voie la plateforme. Un vieux plancher, brinque-ballant, dressé au centre de la place. Et dessus, à genoux, une silhouette. On l'avait attaché comme une bête, poignets et chevilles liés par des chaînes rouillées, tête recouverte d'un sac grossier qui pendait jusqu'à sa poitrine. Le tissu bougeait à peine. La foule chuchotait, amusée ou dégoûtée. « Dieu m'a puni en la mettant au monde », cracha une femme aux cheveux gris, le visage déformé par la haine. « Ce n'est pas une fille, c'est une malédiction. » À côté d'elle, un homme hocha la tête. Une honte. Un fardeau qu'on aurait dû noyer à la naissance. Les enfants riaient. Les hommes regardaient sans émotion. Personne n'eut le courage de détourner le regard, ni celui d'intervenir. C'est alors qu'un grondement se fit entendre, venu du bout de la rue. Des sabots frappaient la terre avec la régularité d'un marteau sur l'enclume. Le bruit fit taire les rires. Un cavalier approchait. Son cheval noir semblait taillé dans le roc. L'homme, immense, portait un manteau de cuir craquelé par le soleil. Son chapeau abaissé masquait à moitié son regard d'acier. Les murmures parcoururent la foule, Warrenton. Un nom qui suffisait à faire taire les querelles. On disait qu'il avait abattu 3 bandits d'une seule balle, qu'il vivait seul dans les collines, qu'il parlait peu et ne craignait rien. Il mit pied à terre. La poussière se leva autour de ses bottes. Ses yeux se posèrent sur la captive. « Combien » demanda-t-il d'une voix basse, rugueuse, presque fatiguée. L'homme cracha au sol. « Tu veux l'emporter ? Paix pour la bête. » Wa ne bougea pas. « Je n'achète pas les gens. » Alors passe ton chemin, étranger. Un silence pesa. Puis Wa répondit calmement, « Quand je vois un être humain traité pire qu'un chien, c'est mon affaire. » La femme hurla, « Elle n'est pas humaine. » Wa avança. L'homme brandit un bâton. En un éclair, Wa le saisit, le tordit, craquement sec. 3 jeunes ouvriers s'élancèrent, poings serrés. Le premier reçut un coup dans les côtes et s'effondra, le second tomba d'un revers de botte. Le troisième hésita, croisa le regard du cow-boy, et prit la fuite. Le silence revint, épais, presque sacré. Wa s'agenouilla devant la fille. La foule retenait son souffle. Il glissa ses bras sous son corps frêle, la souleva sans effort, comme on ramasse un oiseau blessé. Le sac resta en place. Les chaînes tintèrent doucement contre son manteau. « Où tu l'emmènes » lança quelqu'un. Il ne répondit pas. Il monta en selle, la jeune femme contre lui. Elle ne pesait presque rien. Le cheval s'ébranla. La foule s'écarta. « Il est fou » murmura une voix. Une autre répondit, plus basse. « Ou peut-être, c'est le seul à voir qu'elle n'est pas un monstre. » Le soleil descendait quand ils atteignirent le ranch Remington. Une maison simple, bâtie de bois clair, perdue au milieu d'une vallée silencieuse. Les clôtures grinçaient sous le vent, un ruisseau filait derrière la grange. Wa descendit de cheval, porta la fille à l'intérieur. L'air sentait le feu de bois et le pain chaud. 3 enfants levèrent la tête de la table. « C'est qui, papa » demanda Caleb, 6 ans, les joues couvertes de taches de rousseur. Wa posa doucement la fille sur une couverture, près de l'âtre. « C'est notre invitée. Soyez gentil avec elle. » Les jumelles échangèrent un regard inquiet. « C'est une sorcière » ? « Non. Et plus un mot de ça. » Il l'aida à s'asseoir. Elle ne bougea presque pas, ses mains tremblaient encore sous le poids des chaînes. Plus tard, il posa devant elle un bol de ragoût fumant et un morceau de pain frais. Elle ne toucha rien tant que la pièce ne fut pas vide. Les jours suivants, elle resta là, muette, immobile, observant les enfants jouer. Les jumelles chuchotaient, lui donnant des noms comme on en donne à une poupée oubliée. Madame Sac, finit par dire Caleb, le plus doux. Et le nom resta. Le 4e jour, alors que Wa réparait la clôture, le soleil se fit plus lourd, le vent plus chaud. Dans la maison, les enfants sortirent leurs crayons et s'assirent près du feu. La jeune femme, toujours assise dans l'ombre, leva légèrement la tête. Le tissu du sac bougea. Et pour la première fois, un souffle, à peine audible, franchit ses lèvres. Quand le sac tomba, le silence s'abattit. Ce n'était pas un monstre qu'ils virent,
mais une vérité que personne n'était prêt à affronter. Et ce jour-là, à DRY Creek, la peur changea de visage. Les enfants riaient, assis près du feu, leurs crayons de cire éparpillés sur le sol. Les jumelles dessinaient des soleils, des fleurs, et des visages ronds sur le tissu rêche qui recouvrait la tête d'Eta. L'une d'elles déposa même une petite couronne de fleurs sur le sommet du sac. Eta tressaillit, mais ne les repoussa pas. Puis Caleb s'approcha, ses yeux pleins de curiosité. « On veut voir ton vrai visage », murmura-t-il. Elle secoua la tête, un geste bref, presque suppliant. Mais les jumelles, croyant à un jeu, tirèrent doucement sur le bord du sac. Trop tard. Le tissu glissa. Le silence se fit lourd. Le côté gauche de son visage était d'une beauté fragile, presque irréelle, peau claire, pommettes délicates, cils sombres. Mais le côté droit, un labyrinthe de souffrance. Une cicatrice ancienne, brûlée et torsadée, courait de la tempe à la mâchoire, déformant la chair comme un parchemin froissé. Les enfants reculèrent, bouche ouverte. Eta arracha le sac de leurs mains, haletante, et le remit aussitôt, serrant le nœud jusqu'à blanchir les doigts. Quand elle releva la tête, Oua était là. Dans l'encadrement de la porte. Immobile. Il avait tout vu. Il ne détourna pas le regard. Ni horreur, ni pitié dans ses yeux, seulement un calme étrange, une attention silencieuse. Puis il tourna les talons et ressortit. Eta resta là, tremblante. Ce regard-là, elle l'avait connu, la stupeur, le dégoût, la peur. Mais cette fois, il n'y avait rien de tout cela. Et ce vide-là, paradoxalement, la toucha plus profondément que n'importe quelle parole. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Allongée sur sa paillasse, le sac serré contre son visage, elle écoutait le crépitement du feu et les respirations tranquilles des enfants. Le lendemain matin, près de sa couverture, elle trouva un dessin, un petit bonhomme avec une couronne de fleurs et un grand sourire. Sur le côté droit du visage, une ligne rouge maladroite, mais le sourire restait. Elle passa doucement le doigt dessus, puis plia le papier et le glissa dans sa robe. Pour la première fois, elle leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel brillait d'un bleu fragile. La vie reprit. Les enfants ne parlèrent plus du sac. Le soir, Oua s'assit près du feu, aiguisant un couteau. La lumière dansait sur les murs. Eta, dans l'ombre, demeurait immobile. « Tu as faim » demanda-t-il sans la regarder. Pas de réponse. Il remplit un bol de ragoût, s'approcha, s'agenouilla. Leur peau se frôla quand elle prit le bol. Elle baissa la tête, les mains tremblantes. « Tu n'as pas besoin de parler » dit-il doucement. « Mais je crois que ça fait longtemps que personne ne t'a écouté. » Un silence, puis un autre. « Je ne pense pas que tu sois un monstre. Je pense que tu es blessé. » Sa voix se perdit dans le souffle du feu. Alors, d'un murmure à peine audible, elle répondit « Je m'appelle Eta. » Oua leva la tête. « J'ai été brûlée quand j'avais 5 ans. La lanterne est tombée. Ma mère a dit que c'était ma faute. Je ne sais plus si c'est vrai. Après, elle ne m'a plus regardé. Elle disait que j'avais gâché sa vie. » Sa voix trembla. « Mon père me cachait quand il recevait du monde. À 10 ans, il m'a fait porter le sac. Il disait que c'était mieux pour tout le monde. » Une bûche éclata dans l'âtre, envoyant une gerbe d'étincelles. « Je ne le porte pas pour cacher ma cicatrice, » continua-t-elle, « mais la honte qu'ils ont versée sur moi. Ça pénètre la peau, comme la fumée. Et à force, on finit par croire qu'ils ont raison. » Elle posa le bol au sol. « J'aurais dû le garder aujourd'hui, » murmura-t-elle. Oua secoua la tête. « Les enfants vont bien. Ils ont eu peur, oui. Mais les enfants ne naissent pas cruels. C'est les adultes qui leur apprennent à l'être. » Eta ferma les yeux. « Je n'ai jamais parlé autant à personne. » Oua répondit calmement, « Peut-être que personne ne l'a jamais mérité avant. » Il se leva, tendit la main. Non pas pour arracher le sac, mais simplement pour qu'elle sente qu'il était là. Elle hésita, puis posa sa main tremblante dans la sienne. Aucun mot, juste cette chaleur silencieuse. « J'ai 3 enfants, » dit-il après un moment. « Ils n'ont pas besoin de parfait, ni de beau. Juste de quelqu'un de vrai. » Eta ne répondit pas. Mais ses épaules, pour la première fois, se détendirent. Oua retourna à sa chaise. Le feu craqua. Le silence s'installa. Eta reprit le bol, souleva légèrement le sac et mangea. Ce n'était pas une victoire. Mais c'était un commencement. Et dehors, dans la lumière dorée du printemps, le ranch Rominton semblait respirer à nouveau. Ce matin-là, DRY Creek retint son souffle. La fille au sac n'en portait plus.
Et dans ce geste simple, elle fit trembler tout un village plus qu'aucun coup de feu ne l'aurait jamais fait. Depuis quelques jours, Etta n'était plus la même. Elle ne restait plus tapie dans l'ombre, figée entre peur et silence. Dès l'aube, elle rallumait le feu, faisait bouillir la bouillie, préparait le café avant même que Juan enfile ses bottes. Ses gestes étaient précis, calmes, presque gracieux. Elle balayait la maison, réparait les vêtements, apprenait par cœur le langage du lieu, le tiroir des cuillères, la planche du plancher qui craquait après minuit. Elle parlait peu, non plus par crainte, mais parce que son silence était devenu apaisant. Le soir, elle lisait aux enfants d'une voix douce et posée, le sac toujours sur la tête. Ses mots sortaient lentement, avec cette attention d'une femme qui découvre le goût d'une phrase interdite trop longtemps. Et les enfants écoutaient vraiment. Ils ne l'appelaient plus Madame Sac. Ils disaient Mademoiselle Eda. Ce prénom sonnait enfin comme le sien. Un soir, Caleb, le plus jeune, s'approcha d'elle alors qu'elle pliait des draps. Il triturait un papier froissé entre ses doigts. Mademoiselle. Elle leva la tête. Oui, Caleb. Il lui tendit le papier. En grandes lettres hésitantes, on pouvait lire « Tu n'as pas besoin d'enlever le sac pour être belle. Ce que tu fais pour nous montre que tu es bonne. » Les mots dansèrent sous ses yeux. Sa gorge se serra. Les larmes vinrent avant qu'elle puisse les retenir. Caleb baissa la voix. « Je suis désolé, pour la dernière fois, quand on a voulu tirer sur ton sac. On ne savait pas que ça faisait mal au cœur. » Alors, lentement, elle s'agenouilla et le prit dans ses bras. « Merci, mon petit, » murmura-t-elle contre ses cheveux. « Tu es le premier à me dire ça. » Il la serra fort. Ce soir-là, elle ne dormit presque pas. Sous son oreiller, la lettre pliée la réchauffait comme une braise. Son cœur battait autrement. Ce n'était plus la peur. C'était l'espérance. À l'aube, Oua sortit nourrir les chevaux. Le ciel s'embrasait d'un rose tendre sur les collines. Il allait franchir la barrière quand un mouvement le fit se retourner. Sur le perron, Eda se tenait droite. Son visage nu. Ses cheveux tressés sur l'épaule. Le côté brûlé, cicatrisé, respirait la vérité plus que la honte. Ses yeux, clairs, ne fuyaient plus rien. Oua la regarda longtemps. Puis il hocha la tête. Simplement. Aucun mot n'était nécessaire. Mais D.Y. Creek, lui, n'eut pas ce silence. Les rumeurs s'enflammèrent comme l'herbe sèche. La fille du feu est revenue. Le cow-boy est ensorcelé. Certains se souvenaient, la Briar Girl, celle qu'on enfermait dans la grange pour cacher la honte de la famille Brier. Et très vite, les Brier eux-mêmes la prirent. Un matin, alors que le parfum du bacon flottait dans la cuisine, Oua sortit sur le porche, sa tasse à la main. 3 silhouettes attendaient à la clôture. Frank Brier large, rougeaud, poings serrés. Sa femme, Margaret, sèche, le visage durci par le mépris. Et un homme en manteau propre, badge brillant sur la poitrine. Un shérif acheté, pas un homme de loi. Oua posa calmement sa tasse sur la rambarde, marcha vers le portail. Son manteau battait dans le vent, révélant la crosse du revolver. Il ne le toucha pas. Le silence du matin paraissait trop calme. On vient chercher la fille, lança Frank d'une voix épaisse. Oua ne répondit pas. C'est notre sang, cracha Margaret. Elle s'est sauvée comme une bête, mais elle rentre à la maison. Le faux shérif ajouta, vous enfreignez la loi, monsieur Reminton. Vous abritez une personne sous votre toit sans autorisation. Oua leva lentement les yeux. Elle ne se cache pas. Elle vit. Frank avança d'un pas. Elle est à nous. Non, répondit Oua, calme. Margaret ricana. Et de quel droit décides-tu ça? Du droit d'un homme qui voit une âme, pas une cicatrice. Frank rugit, elle est tordue. Malade. Tu crois qu'un peu de charité va la rendre propre? Oua s'avança d'un pas. Dis encore un mot, et je t'apprends à recracher tes dents. Le shérif recula d'instinct. Margaret recula aussi, mais Frank, lui, frappa. Oua para la main, tordit son poignet, força le colosse à genoux. Tu crois que la force, c'est frapper, murmura-t-il. La vraie, c'est de savoir quand ne plus le faire. Frank haleta. Tu ne sais pas ce qu'elle est. Si, répondit Oua. Une femme. Et elle n'est plus à toi. Il lâcha prise. Frank s'effondra dans la poussière. Derrière eux, la porte grinça. Eda sortit. Pas de sac. Pas de peur. Une robe bleue simple, une tresse sur le dos. Et dans ses yeux, pour la première fois, la lumière d'une liberté qu'aucune cicatrice ne pouvait éteindre. Ils étaient venus pour la briser. Mais ce matin-là, c'est elle qui les fit plier.
La bête du sac n'existait plus. Il ne restait qu'une femme, et le monde, soudain, dut apprendre à baisser les yeux. Sous la lumière crue du soleil, sa cicatrice brillait comme une lame nue. Pourtant, ses yeux ne fuyaient plus. Ils se plantaient droit dans ceux de ses parents. Margaret eut un hoquet d'effroi. « Si j'ai jamais été un monstre, dit Eda d'une voix douce, c'est vous qui l'avez fabriqué. » Frank voulut répondre, mais sa gorge resta sèche. « J'ai cru pendant des années que j'étais cassé, continua-t-elle, mais je ne l'étais pas. Vous étiez juste trop petit pour aimer ce qui était différent. » Sa mère, tremblante, serra les lèvres. « Je ne suis plus à vous. Vous n'avez plus le droit de me nommer. Ni de me couvrir de honte. » Frank tenta de se relever. Wa fit un pas en avant. Sa voix tomba, glaciale, « Je crois que la discussion est terminée. » Le faux shérif détourna les yeux et poussa les brillés vers la sortie. Sans un mot, ils repartirent sur la route, leur colère battant en retraite. Eda resta debout près de Wa, le souffle court, mais le dos droit. Pour la première fois de sa vie, elle avait parlé sans masque, et personne ne l'avait fait taire. Le vent tourna soudain du nord, chargé de poussière et d'électricité. L'après-midi s'assombrit. Des nuages noirs s'amoncelaient. Wa partit avec quelques hommes pour consolider la digue au bord du ruisseau, la fonte des neiges menaçait déjà les terres. Eda resta seule avec les enfants. Le tonnerre éclata, sec et proche. Le vent hurlait, soulevant les tuiles, arrachant les planches du porche. Elle regroupa les enfants près du mur du fond, alluma 2 lampes et raconta une histoire, sa voix tremblant à peine. La pluie martelait le toit, les fenêtres vibraient. Puis un fracas, une vitre éclata, projetant des éclats sur le sol. Eda tira les enfants en arrière, les protégeant de son corps. Un autre choc retentit, une poutre venait de se détacher. La maison gémissait sous la tempête. Un morceau de bois heurta son épaule, la brûlant de douleur, mais elle ne bougea pas. Elle se pencha davantage sur les filles, les couvrant de ses bras. Puis, aussi brusquement que c'était venu, le vent tomba. Le silence. Seulement le clapotis de la pluie sur la terre trempée. La porte s'ouvrit à la volée. Wa apparut, trempé, haletant. Son regard balaya la pièce, le verre, les débris, le chaos. Au milieu, Eda, agenouillée, les enfants blottis contre elle. Sa robe était déchirée, son épaule saignait, mais sa tête restait haute. Il se précipita, tomba à genoux devant elle. « Ils vont bien ? » ?»« Oui. » souffla-t-elle. Il la regarda, vraiment cette fois. Et quelque chose se fissura dans son visage fermé. Sans un mot, il l'enlaça, la serra contre lui. Ses bras tremblaient, pas de peur, mais d'émotion contenue. Eda enfouit son front contre sa poitrine, ses mains toujours autour des filles. « J'ai cru que j'étais trop brisé pour aimer, » murmura-t-il. « Que cette part de moi était morte avec elle. Mais peut-être que Dieu t'a envoyé pour me rappeler ce que c'est, aimer juste. » Elle ne répondit pas. Mais son souffle s'accorda au sien. Dehors, la pluie continuait, plus douce, lavant la terre et les cœurs. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans ce silence où naissait quelque chose de vrai. Au matin, le ciel s'ouvrit, clair et doré. La ferme brillait d'une lumière neuve. Wa, déjà levé, avait tendu une corde entre 2 poteaux. Dessus, un seul objet pendait, un morceau de toile rêche, lavé, encore humide. Le sac. Il se balançait dans la brise légère, comme un drapeau d'un monde ancien. Eda sortit sur le perron, les bras croisés. Son regard se posa sur la toile. Elle s'approcha lentement, la robe effleurant l'herbe mouillée. Ses doigts frôlèrent le tissu. Rugueux, usé. Chaque fil semblait raconter une mémoire, la peur, la honte, mais aussi la survie. Elle le décrocha, le plia avec soin, et rentra. Wa était assis à la table, aiguisant un couteau. Elle tint le sac entre ses mains. « Je croyais que ça me protégeait, » dit-elle calmement. « Comme une armure. » Il releva les yeux. « En vérité, ça me cachait. » Elle s'approcha du coffre, y déposa la toile pliée, referma doucement le couvercle. « Je le garde, » dit-elle, « pas pour le porter. Pour me souvenir que je ne suis plus ça. » Wa hocha la tête. Aucun mot n'était nécessaire. L'après-midi, des chariots montèrent la route. Les voisins. Les gens du bourg. Il apportait du pain, des couvertures, des confitures. Personne ne parla du sac. Personne ne détourna le regard. Une vieille femme, tremblante, s'approcha la dernière, un bouquet de fleurs sauvages à la main. « Je croyais que vous étiez un monstre, » dit-elle simplement. « Maintenant, je vois un miracle. » Eda sourit à travers les larmes. Elle prit les fleurs, les porta à son cœur.
Et tandis que le soleil se couchait, Caleb s'avança timidement vers elle, un petit paquet de lin dans les mains, serré comme un secret. On l'avait appelée la bête du sac. Ce soir-là, elle devint une légende, pas de celle qu'on raconte avec peur, mais avec tendresse. Parce qu'au bout du désert et de la honte, elle trouva enfin ce que personne n'avait su lui donner, l'amour à visage découvert. Eda défit lentement le petit paquet que Caleb lui tendait. À l'intérieur, un mouchoir brodé d'une main maladroite, au point tordu et au fil rouge trop court. Les lettres dansaient un peu, mais on pouvait lire « Mademoiselle Eda, à nous ». Elle tomba à genoux. Les enfants se jetèrent dans ses bras, entourant sa taille, ses épaules, son cou. Et là, dans la lumière dorée du soir, Eda rit. Pas un rire timide, étouffé derrière un voile. Non, un vrai, plein, vibrant. Celui d'une femme qui n'a plus rien à cacher. Son sourire illumina la pièce plus qu'aucun feu n'aurait su le faire. Le printemps s'installa sur la vallée comme une prière exaucée. L'air du matin sentait la sauge et la terre fraîchement retournée. Les chevaux broutaient l'herbe neuve, la rosée scintillait sur les clôtures. Oua était là, dans le pré, un arc à la main, apprenant à Caleb à bander la corde. Les jumelles couraient autour d'eux, les joues sales, les cheveux pleins de brindilles, riant aux éclats. Sur le perron, la porte grinça doucement. Eda apparut. Pas de sac. Pas de honte. Une robe blanche, simple, ses cheveux sombres tressés et attachés d'un brin de ficelle. Dans ses bras, un panier de biscuits encore chauds, des serviettes pliées. Son visage portait toute son histoire, la beauté intacte d'un côté, la brûlure de l'autre. Mais c'était un seul visage, le sien. Elle appela les enfants, qui accoururent, se disputant les biscuits en riant. Son rire les rejoignit, léger, vrai. Oua, appuyé contre la barrière, la regardait. Son cœur battait trop fort, comme au premier jour. Il s'avança lentement, ses bottes craquant sur l'herbe. Lorsqu'il atteignit les marches, il s'assit près d'elle sans un mot et sortit de sa poche une petite boîte en bois. Il l'ouvrit. Dedans, soigneusement plié, se trouvait le vieux sac de jute. Et à côté, un anneau d'argent, simple, gravé d'un cheval lancé au galop. Oua le tint dans sa paume. « Je ne te demanderai pas d'oublier le passé, dit-il doucement. Mais si tu veux, à partir d'aujourd'hui, on peut vivre comme deux âmes qui n'ont plus rien à cacher. » Eda leva les yeux. Ses prunelles brillaient d'une lumière calme. « Tu as trouvé ton cœur dans ce sac, murmura-t-elle. Oua hocha la tête. « Moi aussi, ajouta-t-elle. Et j'y ai trouvé ma maison. » Elle prit la bague. Il n'eut pas besoin de poser la question. Elle n'eut pas besoin de répondre. Il savait déjà. Cet après-midi-là, derrière la maison, là où l'herbe poussait folle et le vent chantait bas, eut lieu une cérémonie simple. Pas de prêtre, pas d'autel. Juste le ciel, la terre et l'amour. Caleb tenait la bague à deux mains, concentré. L'une des jumelles portait un seau de fleurs sauvages. L'autre trébuchait dans sa robe trop longue en riant. Les voisins étaient venus. Ceux qui avaient douté, ceux qui avaient jugé. Ils regardaient, muets, tandis qu'Eda avançait pieds nus dans le champ, vêtu de blanc, son visage offert au soleil. Sa cicatrice brillait comme une signature. Son sourire, lui, effaçait tout le reste. Autrefois, on l'avait traité de monstre, de fardeau, de honte. Ce jour-là, on l'appela épouse. Les enfants applaudirent. Les femmes essuyèrent leurs yeux. Et Oua, le bras autour d'Eda, l'autre autour de son fils, se tourna vers la foule. Il ne demanda rien. Il affirma simplement, d'un regard tranquille, « Voici ma famille. Voici ma vérité. » On l'avait appelé la bête dans le sac. Mais lui, en regardant sous ce sac, y avait trouvé un cœur et tout ce qu'il avait cherché sans le savoir, un foyer, une paix, un amour que même les terres sauvages du Far West n'avaient jamais osé rêver. Un amour qui n'avait plus besoin de se cacher. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez senti le vent du désert, la force d'un silence, la beauté d'un pardon, alors vous savez déjà que le Far West n'était pas seulement fait de poussière et de revolvers. C'était aussi le pays des cœurs qui osaient aimer là où personne ne croyait que l'amour pouvait naître.